Découvrez comment une banale moquerie aura raison d'une enfant de 12 ans, elle va fuguer et faire une monstrueuse rencontre. Je ne vous en dis pas plus. Aujourd'hui, la triste histoire de Marcy Lee Belles. Direction les années 80, le samedi 3 août 1985 pour être plus précise. La jeune fille qui nous intéresse aujourd'hui est la petite Marcy Lee Belles, âgée de 12 ans. Elle est née le 28 octobre 1972. Elle habite la ville de Spokane, dans l'état de Washington, avec ses parents et ses 4 sœurs. C'est une brillante élève, alors scolarisée en 6e année à l'école primaire, ce qui est l'équivalent de la 6e en France. Marcy est de nature rieuse et joyeuse, mais un jour sa vie va basculer au détour d'un événement, tout ce qu'il y a de plus banal. Avec son argent de poche, en économisant patiemment, la petite Marcy a acheté une belle robe couleur lilas, une robe qu'elle avait pris le temps de choisir et pour laquelle elle avait eu un véritable coup de cœur. Et comme c'était là la première fois qu'elle était autorisée à s'acheter seule un vêtement, sans que ce soit sa mère qui le choisisse, il faut dire que c'est quand même tout de même un moment important dans la vie d'une fillette. C'est un moment presque symbolique. Et sa sœur Donna a témoigné, c'était la première fois qu'elle achetait une nouvelle tenue. Nous n'avions jamais pu faire ça parce que nous avions une famille très stricte. Alors c'est toute fière que Marcy s'était précipitée chez elle pour montrer sa nouvelle tenue à ses parents. Sauf que voilà, son père ne lui a pas dit ce qu'elle voulait entendre. En effet, il trouve sa robe moche. Elle n'est pas du tout à son goût et il ne peut pas s'empêcher de le faire remarquer à sa fille. Et je ne sais pas ce qu'il a dit exactement. Il n'y a de traces nulle part. Et la pauvre petite Marcy, du haut de ses 12 petites années, va prendre les remarques de son père en plein cœur. Incapable de prendre du recul et de relativiser ses paroles, somme toute banale, la pauvre enfant, elle, est véritablement blessée. Entendre son père ne pas y aller avec le dos de la cuillère, n'hésitant pas à se moquer d'elle et à la critiquer, c'est tout simplement insupportable pour Marcy, si insupportable pour elle qu'elle décide de fuguer. Elle serre sa maman dans ses bras, dit « je t'aime » à ses sœurs avant de quitter la maison vers 19h, sans se retourner. Nous sommes alors dans la soirée, donc du samedi 3 août 1985, et au moment de quitter son domicile, elle portait alors sa nouvelle robe ainsi que de nouvelles chaussures en caoutchouc qu'elle venait également de s'acheter. Elle, qui habite le quartier de East Central, disparaît dans la nuit. Et au début, ses parents ne sont pas très inquiets, ils pensent même qu'elle sera de retour d'ici quelques minutes, que c'est là une sorte de caprice. Mais les choses vont prendre une tournure plus inquiétante lorsque Marcy, malgré le temps qui passe, ne réapparaît pas. Elle ne rentre pas de la nuit, et le matin c'est pareil, aucune trace de l'enfant. Alors progressivement l'inquiétude de ses parents a monté, ils ont appelé les amis de Marcy mais personne ne l'a vue, alors ils se sont dit qu'elle avait peut-être fait une mauvaise rencontre. Et c'est ainsi qu'aux petites heures du matin, ils ont poussé la porte du commissariat pour déclarer la disparition de la jeune fille. Et les policiers vont sans attendre se lancer à sa recherche. Ils font le tour de l'entourage de la petite fille et n'ont dans un premier temps aucun mal à retracer ce qu'elle a fait en quittant le domicile de ses parents. Il s'avère qu'elle s'est rendue chez un camarade, un ami. Et quand il fut l'heure pour elle de rentrer chez elle, car il se faisait tard, eh bien elle a refusé et préféré suivre un groupe de garçons qui se rendaient alors à une fête non loin de là. Il était alors aux alentours de 22h. Et cette fête a eu lieu justement dans le voisinage, au 1125 Newark Avenue, avec bien entendu des personnes plus âgées. Et tout avait l'air de bien se passer pour Marcy, du moins personne n'a rien remarqué d'étrange dans son attitude, et les invités ont même pu décrire sa jolie robe, la même que le père avait critiquée. Mais alors, déjà, que faisait-elle à une fête d'adultes? Qui est ce groupe de garçons? Avec qui a-t-elle parlé lors de cette soirée? Et aussi et surtout, avec qui est-elle partie, si elle est partie accompagnée? Et là, impossible d'en savoir plus. C'est pendant cette fête que la trace de Marcy disparaît.
l'enfant disparaît des écrans radars, on sait qu'elle était là, mais ce qu'elle a fait après, ou avec qui, ni même quand elle a quitté la fête, ça, impossible pour les enquêteurs de le savoir. Mais cette insupportable attente va prendre fin de manière dramatique dès le surlendemain de la disparition. Le 5 août, le gardien d'un parc de remorquage explique qu'en commençant sa journée de travail, il a découvert un corps placé méticuleusement sous un vieux camion grue rouillé du parc de remorquage. Il explique que selon lui, quelqu'un est venu se débarrasser d'un corps dans la cour et effectivement, en arrivant sur place, les enquêteurs découvrent un corps supplicié. Mais impossible de savoir dans un premier temps si ce petit corps est bien celui de Marcy, tant le visage est méconnaissable, il est tuméfié et recouvert d'ecchymose. Mais un indice de taille va tout de même mettre les enquêteurs sur la piste. Ils se doutent que c'est bien là la fillette, car ce corps, supplicié, est vêtu de la même robe lilas qu'ont décrit les proches de Marcy. Sauf que cette robe a été lacérée pendant l'agression, il n'en reste que des morceaux. Et c'est à Donna, la grande sœur de Marcy, une adolescente elle aussi de 17 ans, à qui on confie la lourde tâche d'identifier sa sœur. On lui présente alors une photo de ce corps retrouvé dans la cour de remorquage, et Donna fond en larmes. Même si elle a le visage complètement déformé, elle reconnaît bien là sa sœur. C'est Marcy. Et le médecin légiste dénombrera pas moins de 29 traces de couteaux, tous portés à la poitrine, et 2 portés à la tête. Quant à la gorge de Marcy, elle a été tranchée profondément. Et sans surprise, le légiste ne peut que constater qu'elle a été violée. Et donc, son âge, 12 ans, n'a pas arrêté son ou ses prédateurs, qui ont probablement vu là, en la petite Marcy, la victime idéale. Naïve, elle est manipulable. Mais son agresseur, par chance, a laissé sa carte de visite sur le corps de Marcy. Mais dans les années 80, on ne peut pas exploiter l'ADN. On sera capable de le faire, comme vous le savez, mais plus tard. Mais ce qui interpelle de suite à l'époque les experts, c'est que la pauvre enfant ne présente strictement aucune blessure défensive. Elle n'a pas essayé de griffer son agresseur, elle n'a pas mis ses bras devant son visage pour se protéger lorsqu'elle était littéralement assénée de coups de poing, rien de tout ça. Ce qui indique qu'elle était probablement dans l'incapacité de se défendre. Alors lui a-t-on administré quelque chose pour endormir sa vigilance? A-t-elle été tout simplement entravée? Avait-elle un peu trop bu à la fête ce soir-là? Du haut de ses 12 ans, on peut imaginer que quelqu'un de mal intentionné a justement intentionnellement saoulé la petite pour profiter d'elle, tout à fait possible, et sachez que je n'ai vu aucune information concernant d'éventuelles analyses toxicologiques. C'est une très ancienne affaire, et de ce fait tous les éléments ne sont pas disponibles sur internet. Les experts pensent aussi qu'elle n'a pas été tuée sur place, mais ailleurs, et qu'ensuite seulement son corps a été jeté dans la cour de remorquage. Seul indice, un étui à couteau de la marque Gerber est retrouvé sur les lieux, probablement laissé là par l'agresseur, et pour les enquêteurs ça ne fait aucun doute, c'est le couteau que contenait cet étui qui a été utilisé pour tuer la fillette. Il faisait alors 13 cm de long, mais le couteau ne sera jamais retrouvé. On sait simplement que les plaies correspondent au modèle. Ces macabres découvertes signifient que désormais les enquêteurs ne sont plus en présence d'une simple disparition, mais d'un meurtre. Et j'aurais aimé vous en dire plus quant à la réaction de la famille, surtout celle du papa, mais je n'ai rien trouvé. Mais j'ai imaginé la culpabilité que le pauvre homme a dû ressentir. Et les blagues faites à sa fille ont sûrement dû tourner en boucle dans sa tête pendant des années, avec le fameux « et si je m'étais tue ?» Et si je n'avais rien dit? Et si j'avais été gentille? Bref, l'enquête présente peu d'indices. Encore une fois, nous sommes dans les années 80, il n'existe aucun fichier centralisé d'auteurs de crimes. La science ne permet pas également d'analyser les traces ADN retrouvées sur Marcy, comme on pourrait le faire de nos jours. On pouvait à la rigueur, à l'époque, comparer les groupes sanguins, mais encore faut-il avoir de quoi comparer ces traces ADN. Or, il n'y avait pas à l'époque le début d'un suspect à l'horizon. Enfin, c'est plutôt même l'inverse. Il y avait tellement de suspects potentiels que finalement il n'y en avait aucun. Je m'explique. Les officiers de police vont dresser une liste de 87 suspects potentiels, entre les hommes présents à la fête et les criminels des environs susceptibles de passer à l'acte. Il y a en réalité beaucoup de potentiels coupables. Et chacun de ces hommes va être longuement interrogé. Mais rien ne ressort de tous ces interrogatoires. Impossible de confondre qui que ce soit. Alors, qui a donc bien pu sauvagement tuer cet enfant?
Les enquêteurs vont alors redoubler d'efforts pour tenter de résoudre l'affaire. Ils vont étudier en long, en large et en travers la scène de crime, interroger des centaines de personnes, diffuser en masse des appels à témoins, relayer la nouvelle par voie de presse, mais chaque piste conduira à une impasse. Alors force est de constater que l'enquête piétine. Impossible pour les enquêteurs de découvrir quoi que ce soit. Et selon les enquêteurs en charge de l'affaire, Jim Peterson et Mark Bennett, l'agresseur de Marcy devait sans doute éprouver de la colère et du ressentiment envers les femmes et les filles. Et il faut préciser d'ailleurs, c'est bien de le préciser quand c'est le cas, que l'enquête des policiers a été exemplaire. Les enquêteurs ont fait des descentes dans des camps de sans-abri le long de la Loire ferrée et de la rivière de Spokane à la recherche de toute personne qui aurait pu voir ou entendre quelque chose. Un bateau ainsi qu'un hélicoptère avaient même été utilisés pour tenter de localiser la fillette dans les premières heures. 115 témoins potentiels avaient été interrogés. Les 3 kilomètres aux alentours de la scène de crime avaient été passés au crible et il y avait même une récompense de $2000 à quiconque pourrait apporter des informations capitales. Mais malheureusement, tout cela n'a rien donné. Et le temps va ainsi passer, les semaines, puis les mois, et l'affaire n'avance toujours pas. D'autres témoins vont être interrogés, on parle d'un total de 257 témoins interrogés par les enquêteurs, imaginez. Et à force d'y avoir mis autant d'énergie et d'avoir eu aussi peu de résultats, eh bien il se passe ce qu'il doit en toute logique se passer, l'affaire est progressivement laissée de côté. Le dossier est rangé aux archives, et les années vont passer. Mais l'espoir n'est pas vain, car le dossier, souvenez-vous, contient les traces biologiques de l'agresseur. Alors en 2002, soit 17 années après les faits, les enquêteurs décident de se repencher sur cette vieille affaire, persuadés qu'on pourra faire quelque chose de cet ADN inconnu retrouvé dans le corps de Marcy. Les sciences ont évolué et aussi et surtout désormais il existe un fichier regroupant les criminels du pays, le fameux fichier CODIS du FBI. Il contient les profils génétiques de millions de criminels et de personnes arrêtées. Alors on compare cet ADN inconnu avec ceux de millions de criminels américains, mais ça ne donne encore et toujours rien. Le responsable du meurtre de Marcy n'est donc pas dans ce fichier, a-t-il seulement, un jour, été arrêté dans une autre affaire, ou était-ce là un one-shot ? Un prédateur opportuniste qui a saisi sa chance, celle de profiter d'une enfant, puis qui est retourné à une vie normale. L'affaire est de nouveau laissée de côté, il va falloir attendre un certain temps, et ce malgré les avancées de la science, pour que quelqu'un ne rouvre le dossier. Ce sera enfin le cas en 2019, soit tout de même 34 ans après le drame. La pauvre Marcy aurait eu 46 ans cette année-là. Et pour mener à bien leur enquête et percer le mystère de ce meurtre, les enquêteurs ont recruté des experts en généalogie génétique du groupe Parabon Nanolabs. Ils ont extrait l'ADN inconnu et l'ont ensuite téléchargé sur le site de généalogie GEDmatch, qui fait partie de ces quelques sites de généalogie existants, tels que Ancestry.com par exemple. L'idée est de tenter de recréer l'arbre généalogique du tueur pour tenter de trouver des proches. Et il y a des matchs indirects, traduction. La comparaison de l'ADN du tueur indique des similitudes avec plusieurs autres ADN, ce qui indique que tous sont de la même famille. Mais impossible de savoir qui est l'auteur avec précision. L'enquête va tout de même aboutir sur 4 suspects potentiels. Les policiers vont réussir à contacter 3 d'entre eux. Ils sont toujours en vie, ils se soumettront sans encombre à des tests ADN, et les 3 ADN, effectivement, ne matchent pas. Ils sont donc éliminés de la liste des suspects. Ne reste plus aux enquêteurs qu'une dernière comparaison à faire. Mais au moment de se pencher sur le cas du 4e suspect, ils se rendent compte qu'il est mort. C'est un certain Clayton Carl Diaz. Il était âgé de 22 ans au moment du meurtre, mais il est mort seulement 3 ans après le meurtre de Marcy. C'était en 1989 dans un accident de voiture. C'était pour être plus précise le 29 janvier 1989 alors qu'il conduisait sur Appleway Boulevard dans le comté de Spokane. Il a perdu le contrôle de sa voiture et a fait une embardée dans un virage qui lui a coûté la vie, et c'était aux alentours de 2h du matin, et comme il ne portait pas de ceinture de sécurité, eh bien il a été tué sur le coup.
Cet accident avait été relaté par plusieurs médias à l'époque. Ce jeune homme avait effectivement un casier judiciaire à cause d'une arrestation pour possession de marijuana, et c'était seulement quelques mois avant sa mort. Cela signifie donc que son casier judiciaire était toujours vierge au moment de la mort de la petite Marcy. Et information intéressante, malgré son jeune âge, il était marié et papa de 2 enfants en bas âge, une petite fille et un petit garçon. Décision est alors prise d'exhumer le corps de cet homme, alors enterré au cimetière de Saltaise, dans la vallée de Spokane. Mais pour ce faire, il faut un mandat que les policiers auront sans peine, et ça va payer, puisqu'après comparaison, c'est un match parfait. C'est donc l'ADN de Clayton qui a été retrouvé dans le corps de la petite Marcy. Et il s'avère que jamais il n'avait été suspecté dans l'enquête, car son nom n'apparaissait nulle part. Mais alors, comment cet homme de 22 ans, qui est inconnu de l'entourage de Marcy, a-t-il bien pu la rencontrer? À l'époque, il vivait environ 3 kilomètres à l'est de la scène de crime, et nul doute qu'il a pu maîtriser sans mal la fillette. Il fait plus d'1,80 m pour 90 kilos, alors que Marcy, elle, mesurait à peine 1,50 m pour 41 petits kilos. Elle n'avait aucune chance. C'était David contre Goliath, et d'ailleurs, la petitesse de la taille de Marcy, moins d'1,50 m, témoigne de son apparence encore enfantine. Seul un prédateur d'enfant aurait pu s'en prendre à une fille aussi jeune. Et on ne sait toujours pas à ce jour donc comment Clayton et Marcy se sont rencontrés. Se connaissaient-ils d'avant? Après tout, ils habitaient tous les deux Spokane. Peut-être que Clayton avait la petite fille dans son viseur depuis un moment, qui sait? Ou alors l'a-t-il kidnappée dans la rue? Ou est-il tombé sur elle dans la cour de remorquage? Ou alors peut-être était-il présent à la fête? Et c'est là qu'il aurait harponné Marcy. Impossible de le savoir. Et les enquêteurs, eux, pensent qu'il faisait probablement partie de ces nombreux invités. Et selon l'hypothèse qu'ils privilégient, ils pensent que Clayton a rencontré Marcy à la fête. Il l'aurait alors convaincu de monter dans sa voiture, puis il l'aurait tuée alors qu'elle tentait d'échapper à ses avances. Enfin, échapper à ses avances, c'est un bien grand mot, encore une fois. La petite n'était pas en état de se défendre. Elle n'avait aucune blessure défensive. L'une des sœurs de Marcy, la fameuse Donna, a déclaré « Je suis toujours incrédule, mais je suis heureuse en même temps. Je me sens libre, comme si un gros poids m'avait été enlevé. » En effet, Donna témoignera que ses sœurs et elle ont longtemps cherché le coupable et suspecté nombre de garçons de la ville, jusqu'à même suspecter certains de leurs amis, brisant ainsi de nombreuses amitiés. Alors apprendre que l'auteur était inconnu de la famille les a d'une certaine manière rassurés, mais ce qui les a attristés, c'est lorsqu'ils ont vu les images de l'exhumation du corps de Clayton. Sa tombe était jolie, elle était ornée d'une belle pierre tombale où il était écrit « Oiseau libre bien-aimé », alors que la petite Marcy, elle, n'a jamais eu de pierre tombale. Ses parents n'avaient tout simplement pas eu les moyens de lui acheter une pierre tombale. Ses sœurs ont bien essayé avec le temps de se cotiser, mais l'argent manquait toujours. Alors quand les Américains ont entendu ça, ils ont ouvert une cagnotte et se sont cotisés en masse pour offrir une pierre tombale digne de ce nom à la petite Marcy. Beaucoup pensaient que c'était injuste, que Clayton en ait une, alors que sa victime, non. Désormais, on sait donc qui a tué Marcy, et sa tombe est depuis ornée d'une belle pierre tombale. Donna a expliqué qu'elle était sûre que sa sœur l'aurait beaucoup aimée. Les sœurs n'en ont pas voulu à la famille de Clayton. Après tout, ils ont, tout comme elle, perdu un être cher dans la fleur de l'âge. Et c'est d'ailleurs avec l'accord de la famille de Clayton et celui du juge que les enquêteurs ont pu exhumer son corps. Ce qui signifie que la famille de Clayton n'a jamais entravé l'enquête. Et enfin, Star, une autre sœur de Marcy, elle a expliqué qu'elle n'avait plus qu'une seule question en tête. C'est pourquoi. Elle a expliqué qu'elle aurait aimé demander au tueur pourquoi il a fait ça. Mais il est trop tard. Quoi qu'il en soit, Clayton aura eu son karma moins de 3 ans après avoir brutalisé celle qui était encore une enfant. Et d'ailleurs, réflexion tout à fait personnelle. Mal prendre un virage et faire une embardée, on peut se poser la question de savoir si c'était là réellement un accident. On ne sait pas. Il y a des passages à l'acte dans ce genre de configuration. Au lieu de prendre le virage, eh bien on va tout droit pour en finir. Encore une histoire qui a emporté dans les tombes des concernés les dernières zones d'ombre de cette affaire. Tout ça pour une moquerie banale d'un papa. Banale
pour n'importe qui, mais peut-être pas pour une enfant. Et je vais terminer par un commentaire que j'ai lu d'un ou d'une américaine sur des forums. Imaginez abuser d'une enfant de 12 ans. Il faut être malade et désespéré pour faire ça. J'espère, Clayton, que tu auras une bonne excuse quand tu rencontreras le Créateur. Et j'espère aussi que tu auras ce que tu mérites, car Marcy, elle, n'a pas mérité son sort. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était l'histoire de Marcy, une histoire parmi tant d'autres, une enfant qui avait encore toute la vie devant elle, mais qui était, comme nombre de femmes, filles, adolescentes, entourées, sans le savoir, de prédateurs. Preuve que le monde reste potentiellement dangereux et impitoyable. Merci de nous avoir suivis, les amis. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien évidemment à nous rejoindre sur nos réseaux, les YouCrime Sisters. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.